Le café fumait dans ma tasse, la chaleur remontant jusqu'à mes mains. 5 ans. 5 longues années à subir les remarques acerbes de Monsieur Dubois, à me faire rabaisser devant tout le monde. Chaque jour, un nouveau coup bas, une nouvelle humiliation. Il se croyait le roi du monde, le maître absolu de cette entreprise qu'il avait bâtie. Et moi, je faisais semblant de rien, encaissant, souriant bêtement. Mais au fond, une petite flamme brûlait. Une flamme de colère, de ressentiment. Je me rappelais encore la première fois. J'avais 23 ans, fraîchement diplômée, pleine d'ambition. Je pensais que le monde était à moi. J'avais trouvé ce poste, un bon poste, dans une boîte qui semblait prometteuse. Et puis, il y avait eu Monsieur Dubois. Toujours là pour me rappeler mes erreurs, mes supposées incompétences. Tu manques de rigueur, ma petite, disait-il avec un sourire condescendant. Ou encore, tu es trop émotive, il faut te reprendre en main. Chaque mot était une petite piqûre, une blessure qui ne se voyait pas mais qui faisait mal. Je regardais par la fenêtre de mon petit appartement parisien. La tour Eiffel brillait au loin, indifférente à mes tourments. J'avais tout misé sur cette vengeance. J'avais appris, j'avais observé, j'avais attendu le bon moment. Il ne savait pas qui j'étais vraiment. Il ne savait pas que derrière cette façade de jeune employée soumise se cachait quelqu'un qui avait le pouvoir de tout faire basculer. Mon père, le vrai propriétaire de tout ça, avait toujours été discret. Il aimait me laisser faire mes propres expériences, apprendre par moi-même. Mais là, c'était trop. Il était temps que Monsieur Dubois comprenne que le monde n'était pas sa cour de récréation. Je repensais à ces réunions où il me mettait à l'amende, où il s'assurait que tout le monde voit ma défaillance. Il aimait ça, se sentir supérieur. Il ne savait pas que chaque humiliation le rapprochait un peu plus de sa chute. J'avais des dossiers, des preuves, des témoins silencieux. J'avais patiemment tissé ma toile. Et ce soir, le premier fil allait être tendu. Un simple appel, un rendez-vous discret. Le début de la fin pour lui. La fin de mon calvaire. La musique douce qui jouait à la radio semblait me donner du courage. C'était le moment. Le moment de passer à l'action. Le téléphone vibrait dans ma main, une petite décharge électrique qui parcourait mon bras. Le numéro s'affichait, celui de Maître Dubois. Pas Monsieur Dubois, le patron, non. Maître Dubois, l'avocat de la famille. Celui qui gérait les affaires de mon père depuis des lustres. Mon cœur cognait un peu plus fort. C'était le moment. Je décrochai, ma voix volontairement neutre, presque détachée. Allô? Mademoiselle? C'est Maître Dubois à l'appareil. Votre père m'a demandé de vous contacter. Il souhaite vous voir demain matin, à 9 heures précises, à son bureau. Il y a des choses importantes à discuter. Maître Dubois avait cette voix grave, posée, qui donnait l'impression qu'il avait toujours raison, même quand il disait des banalités. Je le connaissais depuis que j'étais gamine. Il était le gardien des secrets de famille, le confident silencieux de papa. Demain matin? 9 heures. Très bien, Maître Dubois. Je serai là. Y a-t-il quelque chose de particulier? Je tentais de masquer l'anxiété qui montait. Était-ce à cause de Monsieur Dubois? Mon père avait-il entendu parler de mes déboires? Non, impossible. J'avais été si prudente. Si discrète. Votre père n'a pas précisé, mademoiselle. Juste que c'était urgent. À demain donc. Il raccrocha sans plus de cérémonie. L'appel avait duré moins d'1 minute, mais il avait suffi à faire trembler mes certitudes. Mon père. Toujours si distant, si peu impliqué dans mes affaires professionnelles. Il me laissait me débrouiller, apprendre par moi-même, disait-il. Une méthode certes, mais parfois, j'aurais aimé un petit coup de pouce, un regard bienveillant. Ou juste qu'il me voie travailler, qu'il comprenne que j'étais capable. Je me levai, le café refroidi dans ma tasse. La musique à la radio avait changé. Un vieux tube de Goldman passait. J'aimais bien ce chanteur, il parlait de la vie, des gens ordinaires, de leurs galères. Ça me parlait. Je m'approchai de la fenêtre. Les lumières de Paris scintillaient comme des diamants éparpillés sur du velours noir. La tour Eiffel, toujours là, imperturbable. Elle avait vu passer tant de choses, tant d'histoires. La mienne n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan de cette ville. Mais cette goutte allait faire des vagues. Je repensais à la réunion de ce matin. Monsieur Dubois, se pavanant, me coupant la parole devant tout le monde. Mademoiselle, votre rapport manque de clarté. Je ne comprends rien à vos chiffres.
Vous devriez peut-être prendre des cours du soir. Et ce rire gras de quelques collègues, ceux qui le flattaient sans cesse. J'avais serré les poings, le visage brûlant de honte. Mais à l'intérieur, la rage montait, alimentant la flamme qui ne demandait qu'à s'embraser. Demain. Demain, tout allait changer. Mon père. Il était temps qu'il sache. Il était temps qu'il voie ce que M. Dubois faisait en son nom, dans son entreprise. Mon père, qui aimait en cette société, qui y avait mis tout son cœur. Le voir se faire flouer, se faire manquer de respect par un arriviste. Non, je ne pouvais pas laisser faire. Je me dirigeai vers mon bureau, une petite pièce encombrée de dossiers. J'ouvris un tiroir et sortis une petite clé USB. Elle contenait tout. Les emails compromettants, les faux bilans qu'il avait fait passer en douce, les témoignages anonymes de salariés terrifiés. J'avais passé des nuits blanches à compiler ces preuves, à les organiser, à les rendre irréfutables. C'était mon arme secrète, mon joker. Je pris mon sac, attrapai mon manteau. L'air frais de la nuit parisienne me saisit. J'avais besoin de marcher, de penser. Je descendis dans la rue. Les bruits de la ville me parvenaient, un murmure constant. Les voitures, les conversations lointaines, le rire d'un groupe d'amis. La vie continuait, indifférente à mes drames personnels. Je marchais sans but précis, le long des quais de Seine. Les reflets des lumières dans l'eau créaient des arabesques mouvantes. C'était beau, apaisant. J'avais besoin de cette paix avant le grand déballage. Mon père. Il allait être choqué. Peut-être même déçu de moi, de ne pas lui avoir dit plus tôt. Mais je devais le faire à ma manière. Sans qu'il intervienne directement. Je devais me prouver à moi-même que j'étais capable de régler cette histoire. Je pensais à M. Dubois, à son sourire narquois, à ses mots blessants. Il croyait que j'étais faible, qu'il pouvait me briser. Il avait sous-estimé ma résilience, ma détermination. Il avait confondu ma discrétion avec de la soumission. Quelle erreur monumentale. L'erreur de sa vie. Je me rappelais une de ses phrases, lors d'une évaluation. « Mademoiselle, vous n'avez pas le tempérament pour réussir ici. Vous êtes trop sensible. Il faut être dur, impitoyable. » Il ne savait pas que cette sensibilité, cette capacité à ressentir les injustices, était justement ce qui me donnait la force de me battre. Je m'arrêtais au bord de l'eau, regardant le courant emporter les feuilles mortes. C'était une métaphore de ce que j'allais faire. Balayer tout ça, le laisser s'éloigner, disparaître. Mon père allait comprendre. Il allait enfin voir la vérité en face. Et Monsieur Dubois. Monsieur Dubois allait payer. Cher. Très cher. Le café était fini, mais la chaleur de ma détermination, elle, ne faisait que commencer à monter. Demain serait un nouveau jour. Le début de la fin pour lui. Et le début d'une nouvelle vie pour moi. La nuit parisienne m'enveloppait comme un manteau familier. J'avais marché, laissé mes pas me guider le long des quais, le souffle du vent sur mon visage effaçant peu à peu la tension de la journée. La Seine coulait, indifférente, miroir sombre des lumières qui dansaient sur ses flots. Chaque pas me rapprochait de la décision que j'avais prise, celle qui allait tout faire basculer. La réunion de ce matin, les mots de M. Dubois. C'était la goutte d'eau, celle qui fait déborder le vase. Il avait cette façon de me regarder, comme si j'étais une erreur, une faute de goût dans son entreprise qu'il considérait comme son royaume personnel. Mademoiselle, votre manque de... Il n'avait même pas fini sa phrase, préférant laisser planer le doute, le ridicule. Et ses rires discrets, ces chuchotements de ceux qui se croyaient mieux que moi, qui le soutenaient dans son mépris. Je m'arrêtai sur le pont Neuf, contemplant la silhouette de Notre-Dame dans la pénombre. C'était là, dans cette ville, que j'avais construit ma vie, mes ambitions. Et c'était ici aussi que j'avais dû endurer ces 5 années de calvaire, ces humiliations quotidiennes qui s'accumulaient comme des petites plaies invisibles. Mais la blessure la plus profonde, c'était de savoir que mon père, celui qui avait bâti cette entreprise, ne voyait rien. Ou plutôt, il faisait semblant de ne rien voir. Il me laissait me débrouiller, disait-il, pour que j'apprenne. Mais là, ce n'était plus de l'apprentissage, c'était de la destruction. Mon père. Sa voix grave, posée, résonna dans ma tête. Ma fille, le monde est une école. Il faut savoir apprendre de ses erreurs, mais aussi de celles des autres. Il avait toujours été distant, un peu énigmatique. Il aimait me voir me battre, trouver mes propres solutions. Mais cette fois, c'était trop. Je ne pouvais pas le laisser se faire rouler dans la farine par un type comme M. Dubois,
Un arriviste qui se prenait pour le maître des horloges. Je sortis mon téléphone. L'écran s'illumina, reflétant mon visage fatigué mais déterminé. Le rendez-vous avec Maître Dubois demain matin. 9 heures. J'avais passé la soirée à revoir les notes, les emails, les preuves que j'avais patiemment collectées. La clé USB, petite chose anodine, contenait le début de la fin pour Monsieur Dubois. Les faux bilans, les arrangements douteux, les pressions exercées sur les employés. Tout y était. C'était mon dossier, ma pièce à conviction. Je me remémorais une autre scène, un autre jour où Monsieur Dubois m'avait prise à partie devant toute l'équipe. Vous manquez de... Il avait cherché le mot juste, celui qui me ferait le plus mal. De poigne, mademoiselle. Il faut savoir être ferme. Il avait souri, ce sourire qui me glaçait le sang, celui du prédateur qui sait sa proie à sa merci. Il ne savait pas que cette sensibilité qu'il dénigrait était ma force. Elle me permettait de comprendre, de ressentir l'injustice, et de vouloir la combattre. Je repris ma marche, le long des quais, jusqu'au niveau du Louvre. Les statues semblaient veiller, silencieuses témoins de mes pensées tumultueuses. Il fallait que mon père sache. Pas pour qu'il intervienne, non. Mais pour qu'il voie la vérité. Pour qu'il comprenne que son entreprise, qu'il avait tant aimée, était souillée par des pratiques honteuses. Et que sa fille, celle qu'il avait toujours voulu voir forte, était capable de nettoyer le tableau. J'imaginais déjà la conversation de demain. Mon père, l'air grave, écoutant mes explications. Maître Dubois, imperturbable, consultant les documents. Et Monsieur Dubois, le visage blême, réalisant que son petit jeu était terminé. Il avait joué avec le feu, pensant que j'étais une allumette fragile. Il allait découvrir que j'étais une bombe à retardement. Je m'arrêtai devant une petite brasserie, les lumières chaudes invitant à la détente. Mais pas pour moi, pas ce soir. J'avais besoin de garder cette énergie, cette colère froide qui me donnait la force d'avancer. J'avais passé 5 ans à encaisser, à sourire, à faire semblant. L'heure de la réplique était arrivée. La musique douce qui s'échappait de la brasserie me semblait presque ironique. La vie continuait, et moi, j'allais y reprendre ma place, par la grande porte. Je me dirigeais vers le métro, le cœur battant un rythme régulier, celui de la détermination. Le bruit des rames, les visages des passagers, tout cela formait le paysage familier de ma vie parisienne. Une vie que j'allais bientôt redéfinir. Monsieur Dubois pensait m'avoir brisé. Il avait tort. Il m'avait forgé. Et demain, il allait le découvrir. Le lendemain serait le jour où tout changerait. Le jour où la vérité éclaterait au grand jour, balayant les mensonges et les humiliations. Le jour où le début de la fin pour lui serait aussi le début d'une nouvelle ère pour moi. La nuit était encore longue, mais la lumière était déjà là, au bout du tunnel. Le petit matin parisien commençait à poindre, une lumière grise et timide qui s'insinuait entre les immeubles haussmanniens. L'air était encore frais, chargé de l'odeur des croissants chauds et de la promesse d'une journée qui s'annonçait lourde. Je n'avais pas beaucoup dormi, le cœur battant la chamade, les images de la veille tourbillonnant dans ma tête. Le rendez-vous avec Maître Dubois. 9 heures. J'avais vérifié mon téléphone une bonne dizaine de fois, comme si un message tardif pouvait changer la donne. Rien. Juste l'heure qui avançait inexorablement. J'avais enfilé une tenue sobre, un tailleur noir classique, pour ne pas attirer l'attention, pour afficher une certaine sérénité que je ne ressentais pas du tout. Ma main tremblait légèrement en attrapant ma sacoche. Dedans, la fameuse clé USB, mon joker, mon arme secrète. Elle pesait une tonne dans mon esprit, chargée de tous les mensonges, de toutes les magouilles de Monsieur Dubois. 5 ans. 5 années à subir ces humiliations, ces remarques désobligeantes, ces regards condescendants. 5 ans à me faire passer pour une incompétente, une stagiaire qui n'avait rien à faire dans ce monde d'hommes pressés et sur deux. Le trajet en métro fut un long tunnel de pensée. Les visages fatigués des autres passagers, la rengaine des publicités sur les quais, tout me semblait irréel. J'étais dans ma bulle, concentrée sur l'objectif. Je visualisais déjà la scène, la porte du bureau de Maître Dubois, l'odeur du cuir et du vieux papier, le regard impassible de l'avocat. Il était le seul à savoir. Le seul à qui j'avais confié, dans un moment de désespoir, les premières suspicions. Il m'avait conseillé la prudence, la patience. Attendez le bon moment, ma petite. Il faut des preuves solides. Et j'avais attendu. J'avais rassemblé les pièces du puzzle, patiemment, méthodiquement. Je suis descendue à la station Concorde, le soleil commençant à percer les nuages,
dessinant des ombres longues sur l'asphalte encore humide. Le cabinet de Maître Dubois était situé dans une rue chic, à 2 pas de la Madeleine. L'immeuble imposant, aux pierres blanches patinées par le temps, dégageait une aura de respectabilité et de discrétion. J'ai traversé le hall, salué le réceptionniste d'un signe de tête et pris l'ascenseur qui m'a emmené au 3e étage. La porte s'est ouverte sur un bureau spacieux, baigné de lumière. Maître Dubois était déjà là, assis derrière son grand bureau en bois massif. Il portait un costume gris impeccable, sa cravate discrètement nouée. Il m'a fait signe de m'asseoir sur le fauteuil en face de lui. Son regard était aussi perçant que d'habitude, mais il y avait une pointe de sollicitude dans ses yeux clairs. « Bonjour, mademoiselle » a-t-il dit d'une voix posée. « Votre père m'a informé de votre venue. Installez-vous. » J'ai posé ma sacoche sur mes genoux, mes doigts effleurant la clé USB. L'adrénaline montait. C'était le moment. Le moment de tout dévoiler. Le moment de mettre fin à cette mascarade. Maître Dubois, j'ai commencé, ma voix un peu plus ferme que je ne l'aurais cru. Je crois que nous avons beaucoup à discuter. Et j'ai des éléments qui vont, je pense, éclaircir la situation. Il a hoché la tête, sans surprise. Je vous écoute. J'ai sorti la clé USB. Elle semblait si petite, si insignifiante. Pourtant, elle contenait la clé de la vérité. La clé de la chute de Monsieur Dubois. J'ai senti une vague de soulagement me traverser. Après tant de mois à porter ce fardeau seul, j'étais sur le point de le partager. J'étais sur le point de rendre justice. Pas seulement pour moi, mais pour mon père, pour cette entreprise qu'il avait en bâtie. La partie était lancée. Et j'étais prête à gagner. J'ai regardé Maître Dubois, un sourire naissant sur mes lèvres. La bataille allait être rude, mais j'étais enfin prête à me battre pour de bon. La vie continue, comme on dit. Enfin, la mienne, du moins. Les journées s'étirent, monotones, rythmées par les allers-retours entre mon petit appartement à Montmartre et les bureaux de cette boîte qui me donne des boutons. Chaque matin, c'est le même manège, le réveil qui hurle, le café avalé à la va-vite, le métro bondé où je me sens comme une sardine. Et puis, le bureau. L'antre de mon bourreau. J'essaie de me raccrocher à quelque chose, n'importe quoi. Un souvenir, une pensée, un projet secret qui me fait tenir. Mais parfois, c'est dur. Très dur. Je me revois, gamine, avec des rêves plein la tête. Des rêves de liberté, de réussite, de ne jamais dépendre de personne. Et puis, la réalité me rattrape, brutale, comme une gifle. Ce type, avec son air supérieur, ces remarques désobligeantes qui me font rougir jusqu'aux oreilles. Il ne sait rien. Rien de moi, rien de ce que je ressens. Il me voit comme une petite chose insignifiante, une employée parmi tant d'autres. Et ça me ronge. Ça me donne envie de hurler, de tout casser. Mais je ne peux pas. Pas encore. Je passe mes soirées à feuilleter des livres, à lire des articles sur des stratégies d'entreprise, sur la façon de retourner une situation à son avantage. Je me nourris de connaissances, j'essaie de comprendre les rouages de ce monde qui m'a tant fait souffrir. Je me dis que chaque information glanée, chaque détail que j'apprends, c'est une petite arme que je forge. Une arme pour plus tard. Parfois, le soir, quand je suis seule, je me permets de laisser échapper quelques larmes. Des larmes de rage, de tristesse, de frustration. Je repense à toutes ces humiliations, à tous ces moments où j'ai eu envie de disparaître. Je me demande si j'ai bien fait de rester, de subir. Mais ensuite, je me souviens. Je me souviens de mon père, de ce qu'il m'a appris. La persévérance, la dignité. Et je me relève. Je sais que ce que je prépare est risqué. Très risqué. Mais je n'ai plus rien à perdre. J'ai déjà tout perdu, en quelque sorte. Mon innocence, ma confiance en l'avenir. Il ne me reste que cette flamme au fond de moi, cette envie de justice. Une justice que je me rendrai moi-même. J'ai commencé à noter tout ce qu'il fait, toutes ces petites magouilles. Ces rendez-vous suspects, ces coups de téléphone discrets. Je deviens une experte en observation, une détective privée de mon propre enfer. Chaque information est précieuse. Chaque détail compte. Je construis mon dossier, pièce par pièce, comme un puzzle macabre. Je me dis que le temps joue pour moi. Qu'il est trop sûr de lui, trop arrogant. Il ne se doute de rien. Il pense que je suis faible, soumise. Il se trompe lourdement. Je suis comme un serpent qui attend son heure, tapi dans l'ombre, prêt à frapper au moment opportun. Je me prépare mentalement à ce qui va arriver.
Je sais que ça ne sera pas facile. Il y aura des sacrifices, des moments de doute. Mais je suis prête. Je suis plus forte que je ne le pense. Et cette force, je la puise dans la douleur qu'il m'a infligée. C'est mon carburant. C'est ce qui me pousse à aller de l'avant. Je regarde par la fenêtre, la ville qui s'illumine. Paris, ma ville. Elle a été le témoin de mes souffrances, mais elle sera aussi le théâtre de ma revanche. Je le sens. Au plus profond de moi, je le sais. Le compte à rebours a commencé. Et il ne s'arrêtera pas avant que justice soit faite. Ma justice. Les jours s'étiraient, pareils à des fils de coton qu'on déroule sans fin. Montmartre, mon refuge, avec ses rues pavées et ses escaliers qui montent encore. J'y trouvais une sorte de paix, loin du tumulte du bureau, loin de lui. J'avais l'impression de vivre une double vie. Le jour, la petite employée modèle, celle qui encaisse, qui sourit quand il faut, qui baisse les yeux. La nuit, la stratège, celle qui épluche des documents, qui note tout, qui prépare son coup. C'était épuisant, mais nécessaire. Chaque soir, en rentrant, je jetais un œil à mon petit carnet noir. Il contenait toutes ces turpitudes. Les heures supplémentaires non payées pour certains, les factures gonflées, les rendez-vous à des heures indues avec des gens pas très clairs. J'avais l'impression de jouer à un jeu dangereux, un jeu où la moindre erreur pouvait me coûter cher. Mais la peur, elle, commençait à s'estomper, remplacée par une détermination froide. Un mardi, alors que je triais des dossiers poussiéreux dans le local d'archives, je suis tombée sur quelque chose d'inattendu. Un vieux contrat, signé des années auparavant, avant même que je n'arrive dans cette entreprise. Il concernait une acquisition immobilière, un immeuble de bureau dans le Marais. L'affaire semblait classique, mais un nom sur le document m'a fait sursauter, Dubois. Mon patron. Sauf que, sur ce contrat, il n'était pas le seul signataire. Il y avait une autre signature, une signature qui ressemblait étrangement à celle de mon père, mais avec une mention associée à côté. Associé ? Mon père n'avait jamais parlé de ça. Jamais. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Qu'est-ce que ça signifiait ? Mon père, un associé de Dubois ? Pendant des années, il avait été traité comme un simple employé par ce dernier, relégué au second plan. J'ai gardé le document précieusement. Le soir, dans mon appartement, à la lumière d'une lampe de chevet, j'ai scruté chaque ligne. Il y avait des clauses que je ne comprenais pas, des termes juridiques complexes. Mais l'essentiel était là. Mon père avait eu un rôle bien plus important que ce que je pensais dans cette entreprise. Il n'était pas juste un salarié comme les autres. Il avait des parts. Et Dubois, mon bourreau, avait profité de sa position, de sa confiance, pour l'écarter, pour s'approprier une plus grande partie du gâteau. C'était une révélation qui me glaçait le sang. La rage montait en moi, une rage sourde, profonde. Il ne m'avait pas seulement humilié, il avait trahi mon père. Il avait volé une partie de son travail, de ses efforts. Ce contrat, c'était une pièce maîtresse. Une preuve de sa malhonnêteté, de sa duplicité. Je me suis dit que c'était peut-être ça, la clé. La clé qui allait faire tomber son empire bâti sur le mensonge et l'exploitation. Je me suis sentie plus forte, galvanisée par cette découverte. La prudence était toujours de mise, bien sûr. Je ne pouvais pas me permettre de me faire prendre. Mais maintenant, j'avais une nouvelle motivation, une raison supplémentaire de mener ma vengeance à terme. Ce n'était plus seulement pour moi. C'était pour mon père, pour son honneur bafoué. Je me suis juré de tout faire pour rétablir la vérité, pour que Dubois paie pour ce qu'il avait fait, à mon père et à moi. Le jeu venait de prendre une toute autre dimension. Ce contrat. Mon père. Dubois. Tout ça s'emboîtait dans ma tête comme les pièces d'un puzzle tordu. J'avais l'impression d'avoir trouvé la clé, le point faible de ce type qui se croyait intouchable. Mais je ne pouvais pas me lancer tête baissée. Il fallait être plus maligne que lui. Plus patiente. Je me suis dit qu'il fallait creuser encore, trouver d'autres preuves, des détails qui confirmeraient ce que je suspectais. Mon père avait été floué, c'était clair comme de l'eau de roche. Et Dubois avait profité de sa gentillesse, de sa confiance aveugle. Ça me mettait hors de moi. Les jours suivants, j'ai redoublé d'efforts. J'ai passé mes soirées à éplucher d'autres vieux dossiers, ceux qui traînaient dans les recoins poussiéreux du bureau. Je cherchais des traces, des indices, tout ce qui pourrait corroborer la découverte de ce contrat. J'ai même osé fouiller dans son bureau quand il était absent, une audace que je ne me connaissais pas. Je me sentais comme une espionne, le cœur battant la chamade à chaque craquement de parquet,
à chaque bruit de pas dans le couloir. J'ai trouvé des notes, des échanges de mails cryptiques, des projets qui semblaient avoir été abandonnés en cours de route. Rien de concret, rien qui prouve directement la trahison de mon père, mais des indices qui laissaient planer un doute sur la probité de Dubois. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai décidé de faire un détour par le Marais. Je voulais voir cet immeuble dont parlait le contrat. Je me suis garé un peu plus loin et j'ai marché, le long des rues chargées d'histoire, des façades élégantes. L'immeuble était là, imposant, magnifique. Il dégageait une impression de puissance, de réussite. Je me suis imaginé mon père, il y a des années, peut-être ici même, plein d'espoir, de projets. Et puis, j'ai pensé à Dubois, son sourire narquois, sa façon de me traiter comme une moins que rien. La colère montait en moi, une vague glaciale. Il avait bâti tout ça sur le dos des autres, sur le dos de mon père. Je suis rentrée chez moi, vidée mais déterminée. Il me fallait une stratégie. Je ne pouvais pas juste sortir ce contrat et l'accuser. Il fallait un plan béton, une façon de le prendre au piège, de le faire avouer. Je me suis assise à ma table, j'ai sorti mon carnet noir et j'ai commencé à écrire. J'ai listé tout ce que je savais, toutes mes suspicions, tous les éléments que j'avais pu rassembler. Je me suis concentrée sur les détails, les petites choses qui pouvaient paraître anodines pour les autres, mais qui, pour moi, prenaient tout leur sens. Je me suis rappelé les paroles de mon père, sa foi en l'honnêteté, en la justice. Il aurait été fier de voir jusqu'où j'étais allée. Il m'avait appris la valeur du travail, la dignité. Et je ne laisserai pas Dubois bafouer son héritage, ni le mien. J'avais l'impression de porter le poids de notre histoire sur mes épaules, mais c'était un poids que j'étais prête à porter. La vengeance n'était plus une simple idée, c'était devenu une mission. Une mission pour mon père, et pour moi. Il fallait que ce type paie. Il fallait qu'il comprenne qu'on ne trahit pas impunément. Le chemin serait long, semé d'embûches, mais j'étais prête. J'avais Dubois dans mon viseur, et rien ne m'arrêterait. Ce contrat, c'était la clé. La preuve que Dubois n'avait pas seulement profité de moi, mais aussi de mon père. L'idée de le confronter, de le voir s'effondrer sous le poids de ses mensonges, me donnait des ailes. Mais je savais qu'il ne fallait pas brûler les étapes. Il était rusé, ce type. Il fallait trouver d'autres pièces du puzzle, des trucs qui confirmeraient tout ça sans qu'il puisse se défiler. Les jours qui suivaient, j'ai continué à fouiller. Le soir, après le boulot, j'étais comme une détective privée dans mon propre bureau. J'ai ressorti des vieux registres, des factures datant de l'époque de l'acquisition de l'immeuble dans le Marais. J'ai passé des heures à comparer les chiffres, à chercher des anomalies, des paiements suspects, des virements qui ne collaient pas. C'était fastidieux, un vrai travail de fourmi, mais chaque petite découverte me donnait un peu plus de courage. Un soir, en épluchant une pile de documents jaunis, je suis tombée sur un relevé bancaire. Pas un relevé de l'entreprise, non. Un relevé personnel, apparemment. Il était adressé à mon père, à son ancienne adresse. Sur ce relevé, il y avait un virement, un sacré virement, juste après la signature du contrat de l'immeuble. La somme était énorme. C'était une part de l'argent de l'acquisition. Mon père avait donc bien investi, il avait été un associé, pas juste un employé à qui on faisait miroiter des miettes. Dubois avait dû le manipuler pour qu'il retire son argent, pour s'en mettre plein les poches. Ça me mettait en rage. J'ai pris une photo du relevé avec mon téléphone, discrètement. J'ai replacé le tout comme si de rien n'était. Je me sentais de plus en plus proche de la vérité. C'était plus qu'une simple vengeance personnelle, c'était une affaire d'honneur. Mon père, ce grand gaillard honnête, avait été roulé dans la farine par ce requin. Les nuits devenaient plus courtes. Le sommeil me fuyait. J'étais obsédée par cette affaire. Je revoyais le visage de mon père, sa gentillesse, sa confiance. Et je voyais Dubois, son sourire en coin, sa condescendance. La différence entre les deux était tellement criante. L'un était l'incarnation de la droiture, l'autre, celle de la perfidie. Je me suis dit qu'il fallait agir avec prudence. Dubois était capable de tout. Je ne pouvais pas me permettre de me faire griller maintenant. J'ai décidé de chercher des témoins, des anciens employés qui auraient pu être là à l'époque, qui auraient peut-être entendu quelque chose. Ce serait plus compliqué, mais nécessaire. J'ai commencé à faire des recherches discrètes sur les anciens employés de l'entreprise, ceux qui avaient quitté la boîte dans des conditions un peu floues. J'ai utilisé mes contacts, mes connaissances, pour essayer de retrouver des noms, des adresses. C'était un jeu d'échecs, où chaque coup devait être calculé. Je me sentais différente. Plus forte.
La peur avait laissé place à une détermination de fer. Ce n'était plus seulement une question de se venger, c'était une question de justice. La justice pour mon père, et pour toutes les autres personnes que Dubois avait peut-être escroquées. Un matin, en arrivant au bureau, j'ai vu Dubois discuter avec un homme que je ne connaissais pas. Ils avaient l'air de régler des affaires importantes. Dubois riait, un rire gras, suffisant. J'ai ressenti un froid dans le dos. Cet homme, il était là pourquoi? Pour signer un autre contrat douteux? Pour continuer à s'en mettre plein les poches? J'ai continué mon chemin, le cœur battant. Je savais que j'étais sur la bonne voie. Le temps jouait pour moi. Chaque jour qui passait me rapprochait de la vérité, et de la chute de Dubois. Ce type allait payer. Il allait payer pour tout. Pour mon père, pour moi, pour tous les autres. La partie n'était pas encore gagnée, mais je sentais que le vent tournait. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon. Je sentais que j'étais sur le point de réussir, mais il fallait pas que je me loupe. Ce relevé bancaire, c'était une pièce maîtresse. Mon père, associé à Dubois? Ça foutait un coup. Il avait été berné, c'était clair. J'avais besoin de preuves tangibles, pas juste de feeling. Je suis retourné fouiller dans les archives, encore et encore. Le bureau était mon terrain de jeu, mon champ de bataille. J'y passais des heures, à l'affût du moindre indice. Un soir, j'ai trouvé un vieux carnet de notes, celui que mon père utilisait pour ses rendez-vous. Parmi les dates et les noms, il y avait des annotations sur l'immeuble du Marais. Des détails sur des travaux, des rénovations. Et surtout, des sommes d'argent qui correspondaient à ce que j'avais vu sur le relevé bancaire. C'était la confirmation. Mon père avait bien mis la main à la pâte, financièrement parlant. Dubois avait dû le convaincre de retirer son investissement pour le détourner, pour le mettre à son nom. J'ai senti une montée d'adrénaline. C'était ça, la clé. Il fallait que je trouve comment prouver que ces sommes étaient bien celles de mon père, et qu'elles avaient été détournées par Dubois. J'ai repensé à cet homme que j'avais vu avec Dubois le matin même. Qui était-ce? Un complice? Un notaire véreux? Je ne savais pas, mais ça me donnait une piste. Il fallait que je le retrouve, que je comprenne son rôle. J'ai commencé à faire des recherches sur les transactions immobilières de cette époque, sur les associés potentiels de Dubois. C'était un travail de longue haleine, mais j'étais déterminée. Je me sentais plus forte que jamais. La peur avait disparu, remplacée par une rage froide et calculatrice. Je ne voulais plus juste me venger, je voulais qu'il paie pour tout le mal qu'il avait fait. Pas seulement à moi, mais à mon père. J'ai passé des nuits blanches, à éplucher des documents, à croiser des informations. Mon petit appartement parisien était devenu mon quartier général. J'avais des piles de papier partout, des notes griffonnées sur des post-it. C'était le chaos, mais un chaos organisé. Je savais exactement ce que je cherchais. Un jour, j'ai mis la main sur une vieille lettre. Une lettre écrite à la main, par mon père. Elle était adressée à un avocat, et parlait de disparition de fonds et de trahison. Le ton était désespéré, mais ferme. Il avait compris. Il savait que Dubois l'avait trahi. Cette lettre, c'était la preuve ultime. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Mon père, si bon, si droit, avait souffert en silence. J'ai pris une photo de la lettre avec mon téléphone. C'était ma pièce maîtresse. Avec ça, plus le relevé bancaire et les notes de mon père, j'avais de quoi mettre Dubois en difficulté. Mais il fallait être prudente. Il était malin, et je ne voulais pas qu'il se doute de quoi que ce soit. J'ai rangé la lettre dans une enveloppe sécurisée, et j'ai continué mon travail de fourmi. Il fallait encore trouver des détails, des preuves irréfutables. Le combat n'était pas terminé. Loin de là. Mais je sentais que la victoire était proche. Je la sentais au bout de mes doigts, prête à éclater au grand jour. La justice allait enfin être rendue. Pour mon père. Et pour moi. Le silence dans mon petit appartement parisien était assourdissant. Chaque objet semblait me rappeler le temps passé, les 5 années de calvaire sous la coupe de cet homme. J'étais assise sur le canapé élimé, une tasse de thé tiède entre mes mains tremblantes. La lueur blafarde de la rue filtrait à travers les rideaux, dessinant des ombres inquiétantes sur les murs. Dehors, la vie continuait, indifférente à mon combat intérieur. J'avais l'impression d'être la seule à ne pas avancer, coincée dans une boucle infernale de souvenirs amers. Je me revoyais, jeune diplômée pleine d'ambition, entrant avec confiance dans cette entreprise. Je pensais que le travail acharné suffisait.
Mais j'avais sous-estimé la cruauté humaine, la facilité avec laquelle certains écrasent les autres pour grimper. Ces remarques cinglantes, ces humiliations publiques, ces dénigrements constants. Chaque mot était une petite lame qui s'enfonçait un peu plus profondément. Il s'amusait de ma détresse, savourait mon humiliation. Et moi, je serrais les dents, jurant qu'un jour, il paierait. Maintenant, ce jour approchait. La connaissance de ma filiation avait tout changé. Ce n'était plus une question de vengeance personnelle, mais de rétablir une justice bafouée. Mon père, cet homme discret et droit, avait toujours été fier de son entreprise, de ses valeurs. Le voir bafoué par un tel individu lui aurait brisé le cœur. Je ne pouvais pas le laisser faire. J'ai posé ma tasse. Il fallait passer à l'action. Les informations que j'avais recueillies étaient précieuses, mais il fallait les organiser, les présenter de manière irréfutable. Pas de place pour l'émotion dans cette phase. Il fallait être froide, calculatrice. Comme lui, mais avec une cause juste. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient, promesses de lendemain meilleurs, mais aussi rappel des défis à venir. J'ai pensé à ma mère, à sa gentillesse, à sa force tranquille. Elle m'avait toujours dit que la patience était une vertu, mais qu'il ne fallait jamais laisser l'injustice s'installer. C'était le moment de mettre ses conseils en pratique. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran s'est allumé, projetant une lumière vive dans la pénombre. J'ai tapé mon mot de passe, un symbole de ma détermination renouvelée. Les documents étaient là, attendant d'être déballés. Des preuves de malversation, des abus de pouvoir, des manipulations financières. Tout ce qu'il fallait pour faire tomber ce tyran. Je ne cherchais pas la gloire, ni la reconnaissance. Je voulais juste qu'il comprenne la douleur qu'il avait infligée, qu'il ressente un dixième de ce que j'avais ressenti pendant ces longues années. La justice, à sa manière, finirait par triompher. Et je serais celle qui l'aiderait à y parvenir. Le chemin serait semé d'embûches, je le savais. Mais j'étais prête. La force que je puisais dans ma colère était immense. Elle me portait, me guidait. La nuit était encore longue, mais l'aube de la vérité se préparait à poindre. Et avec elle, ma revanche. Les jours suivants, j'ai vécu dans un brouillard d'excitation nerveuse. Chaque matin, me réveiller était un nouveau départ, une nouvelle chance de faire avancer mon plan. Mon petit appartement parisien, d'habitude si familier, était devenu une sorte de quartier général secret. Les piles de documents s'amoncelaient sur la table basse du salon, sur la commode de ma chambre, même sur le rebord de la fenêtre. Des photocopies de relevés bancaires, des extraits de registres de société, des notes griffonnées à la hâte sur des bouts de papier. L'odeur du café fort, infusée en permanence dans ma machine, flottait dans l'air, mélange d'amertume et de promesses. J'avais pris la décision de ne plus me cacher. La lettre de mon père, cette preuve tangible de sa souffrance et de la trahison de Dubois, était mon encre. Je l'avais mise sous scellé, dans une enveloppe renforcée, cachée dans le fond de mon tiroir le plus profond. Elle représentait la clé de voûte de mon dossier. Mais il en fallait plus. Il fallait tisser une toile serrée, sans aucune faille, pour piéger Dubois. Je me suis replongée dans les archives numériques de l'entreprise, explorant des recoins que je n'avais jamais eu l'occasion de visiter auparavant. Les transactions, les contrats, les comptes rendus des conseils d'administration. Tout y passait. C'était fastidieux, parfois décourageant, mais je savais que la vérité était là, quelque part, cachée sous des couches de paperasse et de mensonges. Un après-midi, alors que le soleil parisien peinait à percer la grisaille, j'ai eu une illumination. Je me souvenais d'une conversation entendue, il y a des années, entre Dubois et un certain Antoine. Il parlait d'un investissement, d'une opportunité à ne pas manquer. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention, mais maintenant, ce nom résonnait étrangement. J'ai cherché dans mes notes, dans les registres, et j'ai trouvé. Antoine était un notaire, spécialisé dans les transactions immobilières. Et il avait été impliqué dans la vente de l'immeuble du Marais, celui que mon père avait financé. Mon cœur s'est emballé. Et si Antoine était la pièce manquante? S'il avait aidé Dubois à dissimuler les fonds? J'ai passé le reste de la journée à essayer de retrouver ses coordonnées. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Les annuaires professionnels étaient vastes, les cabinets de notaires nombreux. Mais ma détermination était sans faille. Je sentais que j'étais sur la bonne piste. J'ai repensé à cet homme que j'avais croisé avec Dubois, celui qui m'avait semblé si important. Était-ce lui, Antoine?
Il portait un costume impeccable, une attitude hautaine. Tout semblait correspondre. Le soir tombait sur Paris, peignant le ciel de teintes orangées et violettes. J'étais épuisé, les yeux rougis par la lumière de l'écran, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai finalement trouvé un numéro, celui d'un cabinet de notaire dans le 8e arrondissement. J'ai hésité un instant. Appeler un notaire, lui demander des informations sur une affaire passée, c'était délicat. Il pourrait se méfier, refuser de parler. Mais je n'avais pas le choix. C'était le moment de passer à l'offensive, de ne plus seulement collecter des preuves, mais de commencer à les utiliser. J'ai pris une profonde inspiration, rassemblant tout mon courage. J'allais devoir affronter ce notaire, lui soutirer la vérité, quoi qu'il en coûte. La vengeance prenait une nouvelle dimension, celle de la confrontation directe. La peur était toujours là, tapie dans un coin de mon esprit, mais elle était maintenant surpassée par une soif de justice ardente. Je me suis dit qu'il était temps de sortir de l'ombre et de faire face à mon adversaire. Le jeu était lancé, et je ne comptais pas perdre. J'ai décroché le téléphone, mes doigts moites glissant sur l'appareil. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, un tambour fou qui résonnait dans le silence de mon appartement. J'ai composé le numéro trouvé dans l'annuaire, le son des touches semblant assourdissant. Chaque bip était une petite décharge d'adrénaline. La sonnerie a retenti, 1, 2, 3 fois. J'ai retenu mon souffle, prête à raccrocher si une voix glaciale me renvoyait dans mes retranchements. Cabinet Dubois et associé, Antoine à l'appareil, bonjour. Sa voix. C'était bien lui. L'homme que j'avais croisé, l'air suffisant, aux côtés de Dubois. Une vague de froid m'a parcouru. Il fallait rester calme, ne pas laisser transparaître mon excitation ni ma nervosité. Bonjour maître Antoine. Je m'appelle. J'ai hésité une fraction de seconde. Quel nom donner? Pas mon vrai nom, bien sûr. Je m'appelle Sophie Martin. Je vous contacte au sujet d'une transaction immobilière datant de plusieurs années, concernant un immeuble dans le quartier du Marais. Un silence. J'imaginais Antoine, derrière son bureau luxueux, fronçant les sourcils, cherchant à me situer. Le Marais? Il y a eu beaucoup de transactions. Pourriez-vous préciser la période, mademoiselle Martin? Sa voix était neutre, professionnelle, mais je sentais une pointe de curiosité. Disons. Il y a environ 5 ans. Il s'agissait d'un immeuble assez ancien, financé par un certain. J'ai fait une pause calculée. Monsieur Bernard. J'ai utilisé le nom de mon père, espérant que cela piquerait sa curiosité ou, mieux, le mettrait mal à l'aise. Le silence s'est fait plus long cette fois. J'ai entendu le bruit d'une chaise qui grince, comme s'il s'était penché en avant. Monsieur Bernard. Oui, je me souviens vaguement. C'était une affaire particulière. Pourquoi vous intéressez-vous à cela, mademoiselle Martin? Je suis une proche de la famille Bernard. Nous faisons des recherches sur le patrimoine familial. Et des irrégularités ont été signalées concernant cette transaction. J'ai lancé le terme irrégularité comme un appât. Il a tout sauté. Des irrégularités? Je ne vois pas bien de quoi vous parlez. Les transactions que nous avons gérées ont toujours été menées dans les règles de l'art. Sa réponse était trop rapide, trop défensive. Bingo! Pourtant, maître Antoine, des documents suggèrent que des fonds importants auraient été détournés lors de cette vente. Et votre nom apparaît dans plusieurs correspondances de l'époque, à ce sujet. Des correspondances avec monsieur Dubois, notamment. J'ai lâché le nom de mon bourreau, le sentant comme une petite victoire. Il y a eu un autre silence, plus lourd, chargé d'une tension palpable. J'ai imaginé ses yeux se plisser, son esprit cherchant une échappatoire. Monsieur Dubois. Oui, nous avons travaillé ensemble sur ce dossier. C'était un investissement complexe. Mais je peux vous assurer que tout était en ordre. Les fonds étaient réinvestis. Réinvestis où, maître Antoine? Et comment? J'ai insisté, ma voix se faisant plus ferme. J'ai besoin de comprendre. Pour la famille Bernard. Écoutez, mademoiselle Martin, ce sont des informations confidentielles. Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas, ai-je coupé, ma patience s'amenuisant. Je suis sur le point de déposer une plainte pour détournement de fonds et abus de confiance. Si vous avez des informations qui pourraient éclaircir la situation, il serait dans votre intérêt de coopérer. Sinon, je serai obligé d'inclure votre cabinet dans les investigations. J'ai senti le piège se refermer.
Il savait que j'avais des preuves, ou du moins, il me croyait capable d'en avoir. La peur dans sa voix était subtile, mais elle était là. Attendez. Ne faites rien d'irréfléchi. Je pourrais peut-être consulter mes archives. Il me faudrait un peu de temps. Combien de temps, maître Antoine? Quelques jours. Je vous recontacterai. Très bien. J'attends votre appel. Ne me décevez pas. J'ai raccroché, le souffle court. Mes mains tremblaient encore, mais cette fois, c'était d'une excitation mêlée de satisfaction. Le premier domino venait de tomber. Antoine était une pièce maîtresse. Il avait aidé Dubois, et il savait que j'avais des raisons de le croire. La toile se resserrait. La nuit parisienne semblait moins oppressante, les lumières de la ville brillaient d'un nouvel éclat, celui de l'espoir. J'allais enfin obtenir justice. Mon père méritait cette justice. Et moi aussi. L'étau se resserrait autour de Dubois. Il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à ce que je sois la fille de Bernard. Il ne s'attendait pas à ce que je me batte. Mais il allait apprendre. Il allait tout apprendre. Les quelques jours qui ont suivi mon appel à Antoine ont été une torture. Chaque coup de téléphone, chaque notification sur mon portable me faisait sursauter. J'espérais son appel, mais j'en avais aussi une peur bleue. Et s'il ne rappelait pas? Et s'il avait appelé Dubois pour lui parler de moi? Les scénarios catastrophes défilaient dans ma tête, alimentés par le café noir et le manque de sommeil. J'essayais de me concentrer sur mon travail, mais les chiffres sur l'écran se brouillaient, mes pensées dérivant sans cesse vers ce notaire et ses promesses floues. J'avais l'impression d'être au bord d'une falaise, le vent me poussant inexorablement vers le vide. Un mardi matin, alors que le ciel parisien était d'un gris plombé, mon téléphone a sonné. Le numéro affiché était celui du cabinet de notaire. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. J'ai décroché, essayant de masquer le tremblement de ma voix. Maître Antoine. Mademoiselle Martin. La voix était toujours aussi posée, mais je percevais une légère hésitation. J'ai consulté mes archives. C'était effectivement une affaire complexe, comme je vous l'avais dit. Monsieur Dubois avait des instructions très précises concernant le réinvestissement des fonds. Des instructions précises? Lesquelles? J'ai tendu l'oreille, prête à noter chaque détail. Il s'agissait d'une société écran, créée pour acquérir des biens immobiliers à l'étranger. L'objectif était de dissimuler l'origine des fonds, vous comprenez. Dissimuler ou détourner, ai-je rétorqué, sans pouvoir m'en empêcher. Antoine a soupiré. Mademoiselle Martin, je suis un notaire. Mon rôle est de respecter les volontés de mes clients, dans la légalité. Monsieur Dubois m'a présenté un projet d'investissement légitime. Les fonds ont été transférés vers cette société. Les documents sont en ma possession. Et vous pouvez me les montrer. Un autre silence. Celui-ci était plus lourd, chargé de sous-entendus. C'est délicat. Ces documents sont couverts par le secret professionnel. Cependant, si une enquête judiciaire était ouverte, je serais contraint de les présenter. Je sentais qu'il jouait un jeu, qu'il essayait de me tester. Il savait que j'étais sur sa piste, qu'il était impliqué. La peur le rongeait, je le sentais. Mais il ne voulait pas se brûler les doigts. Maître Antoine, je ne cherche pas à vous accabler. Je cherche la vérité pour mon père. S'il vous plaît, dites-moi où se trouve cette société. Donnez-moi un nom, un pays. N'importe quoi. Ma voix s'est brisée sur la fin. Il a pris une profonde inspiration. Il y a eu un transfert vers une société basée au Luxembourg. Nommée Aurum Holdings. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Luxembourg. Aurum Holdings. Des mots qui résonnaient comme une promesse. C'était une piste, une vraie piste. J'ai remercié Antoine, la gorge serrée par l'émotion. Il m'a prévenu qu'il ne pourrait pas en dire plus, qu'il craignait pour sa propre réputation. Je comprenais. Il était pris entre deux feux, comme moi, mais avec beaucoup plus à perdre. J'ai raccroché, le cœur battant à tout rompre. Luxembourg. L'argent de mon père avait traversé les frontières, dissimulé derrière des noms de sociétés obscures. C'était un pas de géant. Je me suis précipité vers mon ordinateur, mes doigts volant sur le clavier. Il fallait trouver des informations sur Aurum Holdings. C'était une nouvelle bataille qui commençait, une bataille internationale cette fois. Mais j'étais prête. La lettre de mon père, les documents accumulés, et maintenant cette nouvelle piste, tout cela formait une chaîne solide. Dubois ne pouvait pas s'en sortir indemne.
J'avais la preuve qu'il avait utilisé un notaire, qu'il avait créé une structure pour cacher l'argent. C'était le début de la fin pour lui. Je sentais une énergie nouvelle me parcourir. La fatigue s'était envolée, remplacée par une détermination de fer. Je n'étais plus seul dans mon combat. Antoine, malgré sa réticence, m'avait donné une clé. La clé pour ouvrir la porte de la vérité. Et j'allais l'utiliser. Je sentais que j'approchais du but. La justice pour mon père était plus proche que jamais. Luxembourg. Aurum Holdings. Ces mots résonnaient dans ma tête comme un nouveau départ. Je ne pouvais pas rester assise à attendre. Il fallait agir, vite. J'ai passé la soirée à éplucher tout ce que je pouvais trouver sur le web. Des sociétés écrans, il y en a des tonnes, surtout dans un endroit comme le Luxembourg. Mais Aurum Holdings, ça sonnait comme quelque chose de précis, de voulu. J'ai utilisé les accès que j'avais grâce à mon père, des accès discrets, pour fouiller dans les registres du commerce. Ce n'était pas facile, les informations étaient souvent cryptiques, payantes, ou carrément inexistantes pour les plus louches. Mais j'ai persévéré, le café coulant à flot et la fatigue se faisant sentir. Le lendemain, j'ai pris une décision. Il fallait que je me rende là-bas. Je ne pouvais pas me contenter d'un écran d'ordinateur pour débusquer du bois. Il fallait que je voie de mes propres yeux, que je sente l'ambiance, que je trouve une trace concrète. J'ai prétexté un déplacement professionnel à ma boîte, un petit mensonge facile à avaler. J'ai réservé un vol pour le Luxembourg, le cœur battant à 1000 à l'heure. J'avais l'impression d'être une espionne, une vraie de vraie, prête à infiltrer le repère de l'ennemi. Arrivé à Luxembourgville, l'air était frais, presque froid, malgré le début du printemps. La ville est belle, propre, bourgeoise. Les immeubles sont imposants, en verre et en acier, symbole de la puissance financière. J'ai pris un taxi pour me rendre à l'adresse que j'avais trouvée pour Aurum Holdings. C'était un immeuble de bureaux moderne, anonyme, avec une entrée en marbre et un personnel d'accueil impeccable. Rien qui ne trahisse quoi que ce soit de louche au premier regard. J'ai demandé à parler à quelqu'un au sujet d'une potentielle collaboration. On m'a dirigé vers un certain monsieur Muller, responsable des investissements. Muller était un homme d'une 50aine d'années, le cheveu poivre et celle impeccable, le costume sur mesure. Il avait un sourire poli, mais ses yeux étaient froids, calculateurs. On a discuté dans un bureau sobre, sans fioriture. Je lui ai raconté une histoire inventée de toutes pièces. Une héritière cherchant à placer son capital dans des projets immobiliers discrets, à l'abri des regards. Je lui ai parlé de la France, de l'Europe, en essayant de le faire parler de leurs activités. Il a été évasif, parlant de gestion de patrimoine diversifié et de stratégie d'optimisation fiscale. Des mots creux, sans substance. Mais j'avais remarqué quelque chose. Sur son bureau, il y avait une pile de dossiers. Et sur le dessus, une étiquette avec une référence. Une référence qui me disait quelque chose. J'ai essayé de la mémoriser discrètement. C'était un code, sûrement un numéro de dossier. Je sentais que j'étais sur la bonne voie. Quand la conversation s'est terminée, il m'a donné sa carte, me disant qu'il me recontacterait si mon profil les intéressait. Je savais qu'il ne le ferait pas. J'avais ma propre piste à suivre. De retour à mon hôtel, j'ai sorti mon ordinateur portable. Le code sur l'étiquette. J'ai recommencé mes recherches, cette fois avec un élément concret. J'ai croisé ce code avec les informations que j'avais pu glaner sur les transactions immobilières liées à mon père. Et là, miracle! Le code correspondait à un transfert spécifique, un transfert effectué peu de temps après la vente de l'immeuble du Marais. L'argent de mon père, ou du moins une partie, était passé par cette société, sous ce code. C'était la preuve. Une preuve tangible, irréfutable. Dubois avait utilisé cette société pour blanchir l'argent, pour le faire disparaître. Antoine avait raison, c'était une société écran. Je me suis senti vidée, mais aussi galvanisée. J'avais le nom, l'adresse, le code. J'avais tout ce qu'il fallait pour commencer à remonter le fil. Je me suis assise sur le lit de l'hôtel, le regard perdu dans le vide. La nuit tombait sur Luxembourg. Les lumières de la ville commençaient à scintiller, belles et froides. Je pensais à mon père, à tout ce qu'il avait perdu. Je pensais à Dubois, à sa suffisance, à sa cruauté. Et je pensais à moi, à la jeune femme qu'il avait brisée. Mais cette femme était morte. Celle qui était là, assise dans cette chambre d'hôtel, était différente. Elle était forte. Elle avait une mission. Et elle allait l'accomplir.
J'ai attrapé mon téléphone. Il était temps de contacter quelqu'un. Quelqu'un qui pourrait m'aider à utiliser cette preuve. L'étau se resserrait. Lentement, mais sûrement. La justice pour mon père était en marche. Et Dubois allait le payer cher. Très cher. J'ai composé le numéro d'un vieil ami de mon père, un avocat réputé pour son intégrité et son efficacité. Il fallait que je lui confie ce que j'avais découvert. C'était le moment de passer à la vitesse supérieure. La dernière ligne droite commençait. J'ai composé le numéro. La sonnerie semblait durer une éternité. Chaque bip résonnait comme un compte à rebours, le dernier avant le jugement. Enfin, une voix grave et familière a décroché. Allô? C'était Maître Bernard, un vieil ami de mon père, un roc dans le monde parfois trouble des avocats. Bernard, c'est moi, ai-je dit, ma voix encore un peu tremblante, mais avec une nouvelle assurance. J'ai besoin de vous. J'ai quelque chose. Quelque chose de gros. Il a reconnu ma voix, et un silence s'est installé, chargé de questions tacites. Toi? Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu as trouvé? Sa préoccupation était palpable, même à travers le téléphone. Je vais mieux, maintenant que j'ai une piste. Une vraie piste. Il s'agit de Dubois. Et de l'argent de mon père. J'ai pris une profonde inspiration. Je suis à Luxembourg. J'ai des preuves. Bernard n'a pas posé de questions inutiles. Il savait que si je l'appelais, c'était que j'avais quelque chose de concret. Luxembourg? Bien. Quand peux-tu me voir? Je peux me libérer. Demain matin. Je rentre en France ce soir. Je peux venir directement à votre cabinet. Parfait. 10 heures. Soyez à l'heure. Et ne vous inquiétez pas, on va régler ça. La conversation s'est terminée, me laissant avec un mélange d'adrénaline et de soulagement. Bernard était ma dernière chance, mon filet de sécurité. Il allait m'aider à démanteler le réseau de Dubois, à rendre justice à mon père. Le vol de retour vers Paris était long. J'ai passé le temps à relire les notes que j'avais prises, à revoir dans ma tête le visage froid de Muller, le code sur l'étiquette. C'était comme si un brouillard épais se levait, révélant le chemin à suivre. J'imaginais déjà la confrontation, le moment où Dubois réaliserait que son petit jeu était terminé. Arrivé à Paris, la ville m'a semblé différente. Moins oppressante, moins menaçante. C'était comme si, en trouvant la preuve, j'avais repris un peu de pouvoir sur ma propre vie. J'ai filé directement à l'hôtel où j'avais réservé une chambre pour la nuit, trop fatigué pour rentrer chez moi. Le lendemain, à 10 heures précises, j'étais devant le cabinet de Bernard. L'immeuble était imposant, discret, avec une plaque gravée sobrement. J'ai été accueilli par son assistante, une femme souriante et efficace, qui m'a conduite dans un grand bureau boisé. Bernard était là, assis derrière son bureau, l'air grave mais rassurant. « Alors, ma chère, a-t-il commencé, me tendant la main. Racontez-moi tout. » Je me suis assise en face de lui, mon ordinateur portable ouvert sur mes genoux. J'ai commencé à parler, d'une voix claire et posée, racontant mon séjour à Luxembourg, ma rencontre avec Muller, la découverte du code, et la confirmation que l'argent de mon père était bien passé par Orom Holdings. J'ai mis entre ses mains les copies des documents que j'avais pu obtenir, les captures d'écran des registres, tout ce qui prouvait le blanchiment d'argent. Bernard écoutait attentivement, hochant la tête de temps en temps. Il posait des questions précises, cherchant à comprendre les rouages du système mis en place par Dubois. Il a examiné les preuves avec un œil d'expert, son visage se durcissant à mesure que la gravité de la situation devenait évidente. « C'est solide, a-t-il fini par dire, son regard fixé sur l'écran de mon ordinateur. Très solide. Dubois a été imprudent. Il pensait que le Luxembourg était une forteresse impénétrable. Il avait tort. Il a pris son téléphone. Je vais contacter les autorités compétentes. Il faut lancer une enquête internationale. Ce Muller, cet Orom Holdings, tout cela va être passé au peigne fin. Un poids énorme s'est envolé de mes épaules. J'avais fait ma part. J'avais trouvé la preuve. Maintenant, c'était aux professionnels de faire le reste. Et Dubois? Ai-je demandé, un frisson parcourant mon échine. Qu'est-ce qui va lui arriver? Bernard m'a regardé, un sourire s'esquissant sur ses lèvres. Il va devoir répondre de ses actes. Devant la loi. Et croyez-moi, cela va être long et coûteux pour lui. Le monde qu'il s'est construit va s'effondrer. Nous avons passé le reste de la matinée à discuter des démarches, des procédures.
Bernard m'a expliqué comment l'enquête allait se dérouler, comment les preuves seraient utilisées. Il m'a assuré qu'il veillerait à ce que justice soit faite, pour mon père et pour moi. En sortant du cabinet, le soleil brillait enfin sur Paris. L'air était doux, le printemps était là. J'ai ressenti une paix profonde, une sérénité que je n'avais pas connue depuis des années. La vengeance n'était plus mon seul moteur. C'était la justice. La vérité. Je savais que le chemin serait encore long. Les procédures judiciaires prennent du temps. Mais j'avais la certitude que le compte à rebours pour Dubois avait commencé. Il ne pourrait plus se cacher. L'étau se resserrait, inexorablement. Et moi, je pouvais enfin commencer à tourner la page, à reconstruire ma vie, libérée du poids du passé. La jeune femme brisée par Dubois n'était plus. À sa place se tenait une femme forte, qui avait affronté ses démons et qui était prête à aller de l'avant. L'histoire était terminée. La mienne, elle, ne faisait que commencer. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez votre like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci. Laissez votre commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Rappelez-vous que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous aimerez regarder. Entrez simplement dans notre chaîne que je vous garantis que vous aimerez. Jusqu'à la prochaine vidéo.